France, 29 avril 1945. Pour la première fois, les femmes françaises vont exercer un droit qu'elles ont contribué à reconquérir. Elles ne sont pas seulement des électrices, elles sont des survivantes de la résistance. Mais ce combat n'était pas écrit. Si elles ont lutté, c'est sans bruit. Si elles ont pris les armes, c'est au prix du silence. Si elles votent aujourd'hui, ce n'est que juste reconnaissance. Paris, 1943. Sous l'occupation allemande. Dans l'ombre, la résistance s'organise. Madeleine Riffaut, 18 ans, s'engage à son tour. Michel, ils l'ont pris. Nos communications sont coupées. Je prendrai sa place. Il faut réparer le réseau. Es-tu sûr? Si ce n'est pas moi, ce sera une autre femme, ou alors un jeune. Alors, voici ce que tu dois livrer. Une clé pour saboter très simplement. Je remettrai ce paquet, demain, à la garde au service. Si tu es prise avec ça, Marcel, si je suis arrêtée, je ne parlerai pas. alors il te faut un nom de code, un pseudo. René, comme le poète. Un allemand. T'es sérieuse? Nous ne combattons pas le peuple allemand, mais les nazis. Madeleine n'est pas seule. Des femmes comme elle risquent tout. Elles sont agents de liaison, combattantes de l'ombre. Sans elles, la résistance ne survivrait pas. Marie-Madeleine Fourcade, 34 ans, est la seule femme à diriger 3000 espions. Ils surveillent l'occupant. 2 fois arrêtée par la police française et la Gestapo, elle s'évade à chaque fois. En juillet 1943, elle rejoint Londres, mais son réseau continue le combat. Olga Bansik, ouvrière juive et communiste, arrive en France en 1938. Elle rejoint l'organisation clandestine Main-d'œuvre immigrée en 1941. Elle prépare des explosifs et participe à des attentats contre l'occupant. Avec le groupe Manoukian, elle mène une centaine d'attaques. Arrêtée, torturée, déportée, elle est exécutée. Entrez. Jeanne Boët, 24 ans, mon capitaine. Repos, asseyez-vous. Vous cherchez une mission plus engagée? J'ai rejoint Londres et De Gaulle en 1940. J'étais secrétaire puis chimiste. Votre travail est précieux, mais vous en voulez plus. Je veux rejoindre le BCRA, retourner en France et aider les résistants. Vous savez ce que ça signifie? Clandestinité, sabotage, espionnage. Si vous échouez, pas de seconde chance. Je sais fabriquer des explosifs avec des produits de pharmacie. Je veux me battre pour la France. Le BCRA a accepté votre candidature. Entraînement au jet de grenade, au montage des armes et au saut en parachute. Votre nom de code sera Rato. Apprenez vite. La France libre a besoin de femmes comme vous. Jeanne n'est pas seule à rejoindre Londres. D'autres femmes combattent, avec ou sans uniforme. En 1943, Nour Inaya Khan, 29 ans, est parachutée en France. Son arme, une radio. Née à Moscou, d'un père indien et d'une mère américaine, Nour a grandi en France. Musicienne et écrivain, elle rejoint la Royal Air Force en 1940, puis le SOE en 1942. Formée au sabotage et aux transmissions, elle devient la seule opératrice radio en activité après l'arrestation de son réseau. Trahie, torturée, elle ne livre aucun nom. Son dernier mot, un cri, liberté. En 1940, Margot Duhalde, 20 ans, entend l'appel du général de Gaulle depuis le Chili. Son arme, un cockpit. Pendant 3 ans, elle livre plus de 1300 avions aux Alliés. Seule femme pilote des FFL, elle approche le danger sans combattre directement. Plus de 3000 femmes ont rejoint les FFL pendant la guerre. Elles servaient comme infirmières, ambulancières, opératrices radio, espionnes ou aviatrices. Même si les FFL refusent les femmes au combat, certaines ont participé à des missions dangereuses. Bonjour chers amis, vous êtes mes invités. Albert, conduisez-les à la chambre du parc. Faites en sorte qu'ils ne manquent de rien. Merci madame la comtesse. Ils sont juifs. Ils se cachaient à Marseille. Leur dernier contact a été hier. Ils se sont réfugiés à la Croix-Rouge. Edmond, votre mère est mon amie, elle est inquiète. La Croix-Rouge est ma couverture. Il y a peu de risques. Et puis les Anglais ne financent plus nos réseaux d'évasion. Mais vous transportez des armes pour des réseaux de résistants. Madame la comtesse, je transporte surtout de faux papiers et des messages, mais aussi des familles qui veulent vivre.
des familles juives ou encore des aviateurs anglais. Edmond, la Gestapo, la milice, les risques sont de plus en plus grands. Madame la comtesse, j'ai été infirmière dans une unité combattante. J'ai été blessée. Je connais le risque. Je sais que vous devez partir, mais avant cela, passez par la loge d'Albert. Il vous donnera des vêtements pour vous et vos amis. De l'argent de la noblesse pour financer un réseau socialiste? Je finance la liberté. D'autres femmes, dans l'ombre, ont sauvé des vies. Lutter contre l'occupant, c'est aussi cacher, protéger, exfiltrer et risquer sa propre vie pour celle des autres. À Toulouse, Marie-Louise Dissart, 64 ans, dirige un réseau d'évasion. Son arme, la ruse. Sous ses robes élégantes, elle cache faux papiers et billets de train. Elle guide les aviateurs anglais à travers Toulouse, leur donne de nouvelles identités. Elle change d'apparence pour ne jamais être démasquée. Entre 43 et 44, elle aide 700 combattants à passer en Espagne. À chaque mission, elle risque l'arrestation, la torture, la déportation. Pendant ce temps, une autre femme joue une autre partie aussi dangereuse. Elle s'appelle Mila Racine. Elle n'a que 22 ans. Son arme, un itinéraire clandestin. Dans les Alpes, Mila est passeuse. Elle convoie des enfants juifs vers la Suisse. Munis de faux papiers, ils passent bien des nuits dans des granges glaciales. Elle travaille pour l'œuvre de secours aux enfants. Derrière chaque enfant, une famille disparue. Derrière chaque nuit de marche, un risque immense. Un soir d'octobre 1943, Mila et ses petits protégés sont arrêtés par les Allemands. Déportée à Auschwitz, elle ne reviendra pas. Le 29 février 1944, Jeanne Boek reçoit un ordre. Ce soir, parachutage en Bretagne. Dans sa poche, un mini-pistolet, des faux papiers et une pilule de cyanure. Dès le lendemain, Jeanne, devenue Micheline, forme les résistants au sabotage. L'épicerie de Plumelec devient son laboratoire avec Annick comme complice. Alors, Micheline, on fait ses courses? Disons que je vais plutôt te donner un petit cours de chimie, Annick. Des allumettes, du sucre, tu vas faire du caramel. Regarde bien, je gratte le chlorate de potassium, j'ajoute du sucre et avec un détonateur, boum. Ça a l'air vraiment simple. Rien n'est simple, il suffit d'un bon dosage, sinon ce sont nos amis qui explosent, pas nos amis. Tu prends des risques en transportant à vélo des explosifs. Tu vas jusqu'à donner des cours de sabotage à des professeurs de chimie. Annick, le grand jour approche, nous devons libérer notre pays. Tu crois que les Alliés vont débarquer dans le nord ou ici? Je ne sais pas, mais il faut faire sauter toutes les voies ferrées. Il fait chaud à Suez. C'est le message qui annonce le débarquement. Jeanne Boek rejoint le maquis de Saint-Marcel et réceptionne les parachutages d'armes. Le 18 juin, l'ennemi attaque. Elle doit fuir car on lui interdit de se battre. Ce n'est pas la place d'une femme, lui dit-on. Mais la lutte continue. Jeanne participe à la libération de Quimper. 25 août 1944. Les combats font rage à Marseille. Depuis le débarquement des troupes alliées, le 15 août, la résistance, soutenue par la population, affronte l'occupant. Dans une clinique clandestine, Edmond de Charleroux soigne sans relâche. Bonsoir Edmond. On en a vu combien passer aujourd'hui? Je ne compte plus. Ça tire sur la Canebière. Au port, les Allemands mènent tout ce qu'ils peuvent. J'ai vu des gars de l'ORA arriver. Ils ont pris la préfecture. Les troupes du général Delattre vont arriver. Il faut tenir. Monique, tous ces gars font le plus dur. Nous devons tenir. Les Allemands refusent de capituler. On dit que 150 de nos commis marocains ont déjà été tués. Nous tiendrons même si nous nous battons à 1 contre 4. Mademoiselle Charleroux? Qui la demande? Le général Delattre de Tassigny. Vous partez avec nous. C'est un ordre, mademoiselle. Vous êtes mobilisée pour participer à la libération. Edmond Charleroux devient secrétaire particulière du général Delattre de Tassigny. Elle suit l'armée française à travers la France libérée jusqu'au cœur de l'Allemagne. Sur le front, elle redevient infirmière. 24 août 1944. Depuis 6 jours, Paris s'est soulevé contre l'occupant. La division Leclerc approche, mais les Allemands résistent encore. Au cœur du combat, une femme de 20 ans, Madeleine Riffaut, donne ses ordres.
Mon lieutenant, ils sont encore dans les tunnels. Il faut attaquer. On attend le signal, on obéit aux ordres. Ce train ne passera pas. Alors c'est vrai? Tu as tué un Allemand de sang-froid? Mes supérieurs voulaient que l'on s'attaque à des officiers. Je me suis portée volontaire lorsque j'ai appris le massacre d'Oradour-sur-Glane. 2 balles dans la tête le 23 juillet sur le pont de Solferino. Ils t'ont attaqué. Le chef de la milice de Versailles m'a livré à la Gestapo. Ils m'ont torturé. Mais comment es-tu ici alors? J'ai été condamnée à mort, puis déportée. Une femme m'a poussée du train. J'ai été échangée contre des soldats allemands le 19 août. Et maintenant, mon lieutenant? Maintenant, on attaque. « 26 août 1944. Paris est libre. La deuxième DB de Leclerc est entrée dans la capitale. Le général de Gaulle descend les Champs-Élysées. À ses côtés, les combattants de l'ombre. Et parmi eux, une jeune femme, Madeleine Riffaut. Été 1944. Partout, des femmes prennent les armes, transportent des messages, soignent les blessés. Dans l'ombre et au grand jour, elles se battent pour une seule cause, la liberté. Marguerite Neula, agent de liaison, est arrêtée le 18 juin 1944. Torturée, elle rejoint les milliers de femmes enfermées au fort de Romainville. Elle est déportée à Ravensbrück. Elle survit. Mai 1945, le retour à la vie, mais jamais à l'oubli. 6700 femmes françaises ont été déportées. Combien sont revenues? 2 débarquements, 2 groupes de femmes engagées. En Normandie, août 1944, les Rochambelles, ambulancières des forces françaises libres, suivent la division Leclerc. Elles soignent sous le feu, évacuent sous les bombes jusqu'en Allemagne. En Provence, les marinettes débarquent avec l'armée B. Des plages du sud jusqu'aux ruines d'Allemagne, elles soignent les blessures. À Chartres, Simone Seguin, 18 ans, vole un vélo à une coursière allemande. Elle en fera son arme. Agent de liaison, combattante, elle sera l'une des premières à entrer dans Paris avec les FFI. En Isère, Paulette Jacquier, alias Marie-Jeanne, combat en première ligne jusqu'en Allemagne. Elle est la seule femme de la première division des FFL. Julia Pirotte, résistante et photographe, fige l'histoire derrière son objectif, la libération, les visages des combattantes, l'ombre et la lumière d'un combat trop longtemps oublié. Elles étaient des milliers. 20% des résistants étaient des femmes. Mais sur 1038 compagnons de la Libération, seules 6 femmes ont été décorées. À la Libération, leur nom s'efface. L'histoire écrite par les hommes oublie ces combattantes. Les combats sont finis. La République est restaurée. Mais pour ces femmes qui ont risqué leur vie, la victoire n'est pas totale. À la libération, la reconnaissance tarde encore. Après la libération et mon mariage, j'ai été démobilisée en août 1945, avec la croix de guerre. J'ai voulu enseigner, mais ce n'était pas facile. Il a fallu se battre encore, différemment. Mais après bien des obstacles, j'ai réalisé mon rêve, devenir professeur de mathématiques. Avec l'armée, j'ai atteint l'Autriche. J'ai été blessée près du lac de Constance. La guerre était finie, mais on a tardé à me démobiliser. J'ai même menacé de déserter. Finalement, on m'a libérée de mes obligations. C'est là que j'ai choisi une autre bataille, celle des mots. Je suis devenue journaliste. Démobilisée dès août 1944, j'ai voulu rester dans l'armée, mais on me l'a refusé. J'étais perdue. Tout ce que nous avions vécu pesait sur moi. Alors, j'ai cherché un nouveau départ. J'ai épousé un ancien résistant, un survivant des camps, et j'ai commencé à écrire. Parce que la guerre ne s'efface pas, elle se raconte. Enseignante, journaliste et écrivain, ces femmes participent à la refondation de la France. Refonder, ce n'est pas seulement reconstruire des routes et des écoles. Refonder, c'est réparer une injustice, celle d'une république qui a exclu les femmes de la citoyenneté. Alors c'est vrai, nous votons. Nous aussi, après tout ce qu'on a vécu. Pour la première fois, mais il était temps. On s'est battu et maintenant ce vote c'est quoi? Un cadeau ou un vrai droit? C'est exactement ça. Ils n'ont pas inclus le vote des femmes dans le programme du CNR. Le De Gaulle a imposé car nous avons été utiles. Utiles, oui, mais jamais comme des chefs. Au CNR que des hommes. À Angèle pareil.
et parler de l'avenir de la France sans nous. On a porté des messages, fait sauter des trains, mais la résistance célébrée, celle des hommes, pas celle des femmes. J'ai vu trop de femmes mourir pour cette liberté. Torturées, fusillées, déportées, qui nous créent notre histoire. Ils veulent reconstruire, mais avec les mêmes vieilles idées. Pourtant, le CNR a posé des bases nouvelles. La retraite, la sécurité sociale, l'éducation pour tous. La sécurité sociale, une protection pour tous, plus jamais la peur de tout perdre au premier accident. Et pas seulement ça. Le droit du travail renforcé, des salaires décents, des congés pour se reposer, une France où l'égalité serait une réalité. Nous avons arraché notre part dans la démocratie. Et maintenant, nous devons nous imposer. Alors votons. Votons pour ce que nous avons été et votons pour ce que nous serons. Ce vote, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Il faut refonder la République, mais cette fois avec les femmes. Alors, faisons-le.